Demain, l'Afrique, Afrique demain. Et aujourd'hui, nous allons parler de la France, l'électorat français, l'électorat de l'immigration. François Hollande a utilisé en fait cet électorat pour se faire élire. Aujourd'hui, on s'avance vers les prochaines élections et il va peut-être utiliser encore cet électorat. Alors, François Hollande a-t-il déçu l'électorat africain qui compte les sanctionner pour les prochaines élections? Pour en discuter, nous avons deux invités. À ma droite, nous avons Ibrahim El Ali. Oui, bonjour aux auditeurs. Oui, alors président de Blue Green France, ONG travaillant sur les questions du développement en Afrique et espace méditerranéen. Et les questions d'environnement également. Environnement également. À ma gauche, maître Norbert Tricot, avocat au barreau de Paris. Il apporte son expertise aux activistes opposants en difficulté en Afrique. Il est aussi membre du CRAN. Effectivement, bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous, maître Tricot. Alors, l'électorat africain est en colère contre, vu du sondage au sein de la communauté africaine, les gens sont très remontés contre François Hollande. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Moi, je le constate, puisque vous l'avez indiqué, je suis l'un des avocats du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, qui fédère 120 associations des diasporas africaines et afro-caribéennes en France. Je suis aussi avocat de différentes diasporas, puisque je conseille y compris des opposants, comme le général Mokoko, on pourra en parler, ou bien d'autres en Afrique. Et donc, les diasporas africaines en France sont très attachées à la relation avec leur pays d'origine. Il faut rappeler que, notamment, la diaspora française contribue par ses envois d'argent journaliers dans les différents pays du continent africain à plus que l'aide publique au développement. Donc, la diaspora, notamment française, joue un rôle économique très important pour le développement des pays du continent africain. Et effectivement, elle avait été sensible au discours du président François Hollande, lors de sa campagne électorale en 2012, qui avait indiqué qu'il marquerait une rupture avec les méthodes néocolonialistes de la France-Afrique. Et donc, il y avait un grand espoir qui avait été ouvert. Et effectivement, comme vous le soulignez, il y a quelques déceptions. Mais je pense que mon interlocuteur va aussi pouvoir nous donner des éléments à ce sujet. Je ne tiens pas à monopoliser la parole. Alors, dans la tirade du président François Hollande, moi, président de la République, je ferai ceci. Moi, président de la République, je vais permettre aux immigrés qui ont fait plus de 10 ans en France de voter. Alors ? Je voudrais apporter une précision, ce n'est pas le vote des immigrés. Les immigrés ne votent pas. Ce n'est pas le vote de l'immigration, c'est le vote des Français issus d'une minorité visible ou de la diversité. C'est eux qui votent. Mais c'est vrai que le président... Vous allez permettre aux gens qui ont une carte de 10 ans, comme en Belgique, de voter localement. C'est vrai que le président avait promis, c'était une de ses promesses, de donner le droit de vote dans les élections municipales aux Français, aux immigrés, justement, parce qu'ils participent pleinement à la vie de la commune, de la vie de la société. Et si on regarde bien, je pense qu'il a fait une erreur de ne pas le faire tout de suite au début de son mandat. Parce que si on regarde bien, sur la question du mariage pour tous, il a été... Vous allez en parler, mais allez-y, je vais quand même dire un mot. Voilà, sur la question du mariage pour tous, il a permis justement à mettre cette loi en France. Sur la question de la parité sur les femmes également, ils ont été très efficaces, mais je crois que la diversité a été l'objet sacrifié. Et puis rapidement, on est rentré dans des questions de terrorisme un peu, et ça freinait un peu tout le mouvement. Et ça a permis un peu à un mouvement d'extrême droite de se renflouer. Alors que si le président avait, dès le début de son mandat, permis le vote, la votation des gens issus de l'immigration, ça aurait permis de soutenir son camp politique qui, lui, maintenant,
va beaucoup souffrir de ce manque de voix. Alors, on va souffrir au mois de janvier, les primaires. Donc, est-ce qu'il va remplir, le président, avec aussi la démagogie de dire, voilà, les Africains, venez avec nous, issus de l'immigration, venez et je vais vous aider? Alors, pardonnez-moi, quand on pense ce qui s'est passé aussi au Congo-Brazzaville, où les Congolais sont remontés en disant comment se fait-il que François Hollande a soutenu le dictateur Sassou? Et c'est un électorat important ici en France. Alors, vous avez parfaitement raison. Il y a un électorat très important. Et d'ailleurs, quand on parle du Congo, il y a le problème des deux Congos. Le Congo-Brazzaville, ancienne colonie française, et aussi la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, ancienne colonie belge. Mais malheureusement, la situation en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, déteint sur celle de la République démocratique du Congo et sur celle du Gabon, puisqu'on voit que les méthodes du dictateur Sassou Nguesso, et notamment ses acquisitions, mon client, le général Mokoko, est accusé de vouloir recruter des mercenaires. Il n'en a jamais recruté. Le seul qui recrute des mercenaires, c'est le dictateur Sassou Nguesso. Et en plus, il les utilise pour tirer sur les populations civiles dans le département du Poul. Alors, on va revenir là-dessus. Mais déjà, son ami Kabila utilise les mêmes méthodes. Il accuse Moïse Katumbi de recruter des mercenaires. Ali Bongo fait la même chose. Maintenant, il cause des tracas à Jean Ping, un des leaders de l'opposition. Tout ça pour dire qu'effectivement, on ne peut pas laisser un dictateur comme Sassou Nguesso violer la Constitution, faire des hold-up électoraux et massacrer sa population sans que la France, qui a une responsabilité historique au Congo-Brazzaville, ne réagisse. Et c'est ça qui déçoit effectivement la diaspora. Et c'est pour ça que la diaspora est très remontée, parce que la France a une attitude très tiède. La France s'est abritée derrière l'Union européenne pour dire oui, il y a des élections qui ne sont pas crédibles au Congo. Aussi en disant que voilà, on peut permettre au président Sassou Nguesso de faire son référendum. C'est à partir de ces référendums. Vous avez parfaitement raison si on remonte au mois d'octobre dernier. Là, il y a une erreur magistrale qui a été faite de communication et qui a été exploitée par la dictature. Et là, je dirais note zéro pour François Hollande en matière de communication, parce qu'effectivement, là, il fallait stopper dès le départ les velléités de violation de la Constitution. Et on ne pouvait pas imposer un référendum comme ça pour violer les termes constitutionnels. Donc ça a été une première grave erreur de la France. La France a essayé de se rattraper en février en s'abritant derrière l'Union européenne pour dire qu'il y a un caractère non crédible aux élections. Ensuite, au mois de mars, après le fait que les élections soient tenues avec coupure d'Internet le 20 mars du téléphone pendant plusieurs jours et on proclame les résultats la nuit, effectivement, la France a été amenée à, là aussi, dire les élections à caractère non crédible. Après, elle s'est inquiétée des opérations militaires dans le Poul, où la France s'est inquiétée et a dit qu'il serait bon que les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge se saisissent de la question. Mais la France n'est pas allée plus loin. Je rappelle que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, que là, depuis ce mois de juin, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Et à ce jour, malgré nos demandes, la France n'a pas inscrit la situation du Congo-Brazzaville au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, la diaspora en France en veut énormément en François Hollande. C'est-à-dire que là, c'est l'occasion. Je veux dire, c'est l'occasion de donner un signal. La France avait réagi lorsque le dictateur Bachar el-Assad en Syrie tirait sur son propre peuple. La France avait constitué le groupe de contact des amis de la Syrie pour permettre à l'opposition syrienne démocratique de s'exprimer, avait facilité la tenue de réunions à Genève en terrain neutre. Pour l'instant, la France ne fait pas ça pour le Congo. On peut considérer aujourd'hui François Hollande là-dessus. Oui, moi, je voudrais apporter une nuance quand même sur ce qui a été dit, parce que bon, c'est vrai que dans toutes mes conférences avec les gens de la diaspora, je défends une idée qui me semble essentielle, c'est que pour que l'Afrique, cette Afrique, le titre de votre émission, c'est l'Afrique demain. Ouais. Pour cette Afrique rentre dans l'émergence, il faut que la démocratie ne soit pas seulement dans les zones du sud sahéliens qui sont pauvres en ressources. C'est vrai qu'on a l'impression que dès que l'Afrique est riche en ressources, on est peu regardant sur les questions de démocratie. Mais en réalité, c'est qu'il y a une nouvelle donne qui n'est pas bien perçue par les gens de la diaspora. Quand on navigue, par exemple, sur une diaspora qui est plus sur le domaine sahélien, comme les Maliens, ils ont un autre langage. Ils sont au contraire, ils remercient Hollande d'être intervenu, parce que il y a encore juste ce week-end, j'étais avec des Maliens qui me disaient... On était ensemble d'ailleurs. Oui, on était ensemble. Qui me disaient, si François Hollande n'était pas intervenu dans ce Sahel, peut-être qu'on serait comme les Syriens à mendier dans les métros. Donc, il y a une diaspora qui est reconnaissante. Mais... pour moi, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a un changement de paradigme et le président a voulu sortir de cette notion de France-Afrique, alors qu'on pense qu'on y est resté encore vraiment. Pourquoi ? Parce que si on voit bien dans le sommet de l'Élysée, qu'il y a eu ici, Élysée-Afrique qu'il y a eu ici, ils ont
Le 6 décembre 2014, je crois. Ils ont sorti 3 axes de pensée stratégique. La première des axes, c'est de dire qu'il faut qu'on gère les crises. La deuxième des axes, ça veut dire l'Afrique aux Africains. Et la troisième des axes, qui est la plus importante pour comprendre la politique de François Hollande, c'est de dire qu'on va avoir une diplomatie économique. Voilà. Et c'est pour ça que, justement, tout un volet de l'économie de l'exportation a été décalé et ramené au ministère des Affaires étrangères. Alors, nous allons suivre un élément sur cet écran que vous voyez ici, comment les immigrés sont remontés contre la politique de François Hollande envers les immigrés. Regardez ces reportages. Février 2013. François Hollande est accueilli en héros à Tombouctou. La foule est en liesse. En moins d'un mois, l'opération Serval, conduite par l'armée française aux côtés des troupes maliennes, a permis de reprendre la ville aux djihadistes et de stopper leur avancement vers la capitale. 3 mois plus tôt, lors d'un entretien accordé aux médias, le président français avait pourtant assuré que la France n'interviendrait pas au Mali. Alors pourquoi un tel changement de stratégie ? Serval répond à la demande des autorités maliennes dépassées par la crise. C'est une force de soutien aux forces africaines, comme le rappelle François Hollande à son arrivée à Bamako. La France n'a pas vocation à rester ici au Mali, parce que ce sont les Maliens eux-mêmes, les Africains qui assureront la sécurité, l'indépendance, la souveraineté. C'est ainsi que je conçois les relations entre la France et l'Afrique, le respect, la démocratie, la transparence. Et moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Excite la France-Afrique. François Hollande veut travailler d'égal à égal avec les Africains et se différencier ainsi de la politique de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Je veux lancer maintenant un cri d'alerte, comme je l'avais fait l'année dernière sur le Mali. L'alerte concerne la Centrafrique, petit pays ravagé depuis trop d'années par des coups d'État et des conflits. Et aujourd'hui, c'est le chaos qui s'est installé. Et les populations civiles, une fois encore, en sont les victimes. Nous devons mettre un terme à ces exactions, qui prennent d'ailleurs aussi une forme confessionnelle. Face à l'urgence humanitaire en Centrafrique, François Hollande reprend ses habits de chef de guerre 10 mois plus tard. Comme pour Serval, la France obtient l'aval de l'ONU et l'opération Sangaré se présente comme une force d'accompagnement de la MISCA, la mission de soutien international à la Centrafrique. Dans les 2 cas, l'objectif est le retrait rapide des troupes au sol. Mais aujourd'hui, la France est encore engagée dans l'opération Barkhane qui remplace Serval au Mali avec Sangaré en Centrafrique. Si Serval a permis de repousser les troupes armées du Mali, elle n'a pas pour autant éradiqué la menace terroriste dans la région. En Centrafrique, la situation humanitaire est toujours précaire et aucun processus de réconciliation n'a abouti entre les responsables politiques. Maître Tricot, votre réaction par rapport à cet élément qui vient de se passer, que vous venez de visionner, de voir. Je trouve votre reportage excellent parce qu'il met en exergue 2 situations. Celle du Mali, celle de la République centrafricaine. Qu'il s'agisse du Mali ou de la République centrafricaine, ce sont 2 pays où la société française Total ne peut pas exploiter de pétrole. Ce ne sont pas des pays producteurs de pétrole de façon importante, comme le Congo-Brazzaville ou le Gabon, par exemple. Ce ne sont pas des pays qui ont des ports où le groupe Bolloré peut exploiter les ports autonomes, comme au Congo-Brazzaville, comme au Gabon, etc. Donc, on voit bien, et je partage votre point de vue, il est facile à la France et à François Hollande de dire « Ah, pour le Mali, pour la République centrafricaine, je peux faire un effort pour conforter la démocratie, parce que ça ne remet pas en cause certains intérêts économiques français. » En République centrafricaine, on a mis en place une transition, on a permis qu'il y ait organisation d'élections, qui ont été libres et transparentes,
Et en plus, mon client, le général Mokoko, jusqu'au mois de février, y était, puisqu'il était le représentant de Mme Nkosi Dlamini-Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, et il était chargé de la mission de maintien de la paix, et il a désarmé les milices Séléka, les milices anti-Béleka. Il a contribué à cette action. Voilà. Et donc, on voit bien que la France est prête à faire une petite rupture avec la France-Afrique quand ses intérêts économiques principaux ne sont pas en jeu. Dites-moi, j'ai fait plusieurs voyages en Centrafrique, et à chaque fois quand on parle de la France, les gens sont irrités. Bon, ils sont irrités parce qu'il y a eu des scandales au niveau des forces de l'ONU qui étaient présentes là-bas, surtout. Il y a une répercussion aussi de la diaspora. Oui, dans l'opinion, oui. Ouais, tout à fait. Bon, sur la répercussion de la diaspora, je vais être encore plus nuancé parce que le voyage du président Hollande à Bamako, justement, il a fait un témoignage qu'on a vu en direct, c'est que c'était l'événement politique le plus marquant de sa vie. Il a été vraiment frappé par l'accueil de cette population qu'il a accueilli à bras ouverts, comme un papa. Instrumenté avec des drapeaux donnés comme ça, etc., distribués par l'ambassade de Non, mais de toute façon, quand on est président, quand on est un homme politique, on instrumentalise toujours. Ce n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est... Comment voulez-vous, dans un village à Gao, qu'on puisse se retrouver avec des drapeaux français? Oui, c'est toujours instrumentalisé, mais partout dans la politique. Ce n'est pas ça la question. La vraie question, c'est... La question, c'est à ce niveau-là, la manipulation d'opinion. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Là, ça, c'est de la politique. Tous les politiciens amènent leur drapeau, amènent leur truc. Ce n'est pas la question. La population, elle participe. Ce n'est pas la question. Il y a une dynamique citoyenne. La question, c'est qu'au retour de cet engouement populaire qu'il a reçu, il aurait pu justement, au retour, venir faire une vraie politique ici en France, encourageant, mettant en place avec son gouvernement, mettre une musique pour renforcer des questions de la diversité. Si vous voyez, par exemple, aux États-Unis, le nombre de visas qui venaient ici en France, il y a 10 ans pour les Camerounais, c'était 8 000. Après 10 ans, on est à moins de 8 000. Alors qu'aux États-Unis, il y en avait 8 000. Après 10 ans, ils sont à 80 000. Et tous les Camerounais commencent à parler anglais et retournent ambassadeurs. C'est cette dynamique et comprendre, changer dans l'esprit de l'opinion française. Ça, c'est le rapport Védrine, Bockel et bien entendu Attali qui parlent de ces... l'opinion française, qui a une opinion très négative encore, et surtout renforcée par les crises des attentats qu'on a eus. Ils n'ont pas été pris de court par rapport à cette affaire de visa, parce que c'était une citadelle qui a été créée autour de la France. Non, ce que je veux dire, c'est que la diversité, la diaspora est une force pour la France. Mais par contre, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été perçue comme ça, ni dans l'opinion publique, ni ça n'a été mis en musique par les pouvoirs publics pour montrer cette chance que la France, avec son passé culturel avec l'Afrique, avec la proximité de la Méditerranée, pourrait être un vrai vecteur de croissance et de développement si on change les paradigmes et on comprend que cette diversité qui est très forte, très présente dans les grandes villes, là où le travail se fait vraiment, elle est un vecteur de croissance. Si on prend les chiffres en Italie par exemple, l'impôt qu'ils ont payé, c'était plus de 10 milliards d'euros et leur contribution en social, ça a été moins de 6 milliards. Ça veut dire qu'il y a une vraie participation de la diversité dans la construction, mais les utiliser aussi pour la croissance. Un rapport du Sénat a dit que l'Afrique, c'est l'avenir de la France. Ça, et il faut mettre... rapport Bockel qui parle de ça. Du Sénat. Voilà, donc il faut mettre en mesure cette dynamique-là. Alors, cette dynamique, quand on voit la dynamique africaine ici, dans la diaspora française, on peut se rendre compte qu'il y a une manne qui circule terrible, Château-Rouge, de Strasbourg-Saint-Denis, jusqu'à la porte de Clignancourt. Mais ces Africains sont des laissés pour compte. Alors, ces Africains sont malheureusement des laissés pour compte, et surtout, ils se rendent compte que malgré ses promesses, François Hollande ne leur offre pas la perspective, en rompant avec les méthodes des dictatures, voilà, néocolonialistes de la France-Afrique. Oui, mais là, je vais préciser. Si la France avait une politique plus démocratique, si, à l'image du Canada et des États-Unis d'Amérique, elle prenait des sanctions plus fermes contre les dictatures, ça ouvrirait la voie à la chute plus rapide des dictatures, comme ça s'est passé au Burkina Faso, et ça permettrait aux diasporas de revenir travailler au pays. Et parce que la majorité des membres des diasporas qui ont été formés en France, leur rêve, c'est pouvoir retourner dans leur pays d'origine, faire vivre dignement leur famille, retrouver une bonne partie de leur famille dont ils sont séparés, et ça, ils aimeraient pouvoir le faire. Mais quand la France, par passivité, par intérêt économique, laisse se maintenir des dictatures, eh bien, elle décourage les diasporas. Alors, pas d'accord. Pourquoi pas d'accord? Parce que la France veut asservir les immigrés, les contenir ici, le maintenir ici, dans la pauvreté, dans la misère, afin qu'ils puissent être
de meilleure main-d'œuvre à coup Non, de. pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, payer un coup de non, lance-pierre, si on parle de François Hollande, en tout cas, François Hollande a toujours eu, avant qu'il soit président, beaucoup d'amis proches de la diversité, dont certains ont été des ministres ensuite. Et je ne pense pas qu'on peut faire accuser le président François Hollande sur ce thème-là. Non, au contraire, non, vraiment, vraiment pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on a changé de paradigme et le président a vraiment voulu sortir de la France-Afrique, mais les Africains ne l'ont pas compris et les penseurs africains. Oui, il a vraiment voulu ils ont sortir. une certaine difficulté à comprendre Oui, ce que ce qui s'est passé au la politique Burkina Faso, française. c'est que la population s'est levée, il s'est maintenu, ils étaient organisés, ils ont renversé le pouvoir. Mais tout de suite, le président a accepté le nouveau pouvoir. Il est allé en visite au Burkina Faso. Comment s'est fait-il que le président Blaise Compaoré a été extirpé avec si on veut, l'avion militaire français? Exactement. Comment voulez-vous? Oui, Voilà, alors. Ça rentre dans le cadre. On veut protéger Ça rentre dans le cadre de la gestion des crises. Encore la France, dans cette nouvelle France, il y a 3 dynamiques. Gestion des crises, l'Afrique aux Africains et également la 3e dynamique, c'est une diplomatie qui est économique. Ce qui se passe dans la région d'Afrique centrale, c'est que les oppositions ne sont pas vraiment encore organisées. Bien qu'on défende la démocratie et la mise en place, et qui viendra par la force des choses, parce qu'on ne pourra pas supporter des régimes de dictature pendant longtemps, parce que les nouvelles technologies, les échanges avec Facebook permettent... Je finis ma phrase. Oui, je finis ma phrase. Ces nouvelles technologies sont une vraie dynamique intérieure, et c'est ce mouvement de force de la démocratie intérieure du pays qui va permettre que, pas la France, mais l'Europe, l'opinion internationale, les Nations Unies apprennent à défendre à ce moment-là des mises en place de démocratie. Et pas la France, parce qu'elle veut sortir de ce cadre. Alors, Maître Tricot. Je vais répondre sur votre observation. Les oppositions en Afrique centrale ne sont pas organisées. Je ne suis pas du tout d'accord. Que ce soit au Congo-Brazzaville, où on a les plateformes FROCAD, IDC, composantes Jean-Marie Michel Moukoko, on a une très grande unité et cohésion de l'opposition. En République démocratique du Congo, vous avez le Front citoyen 2016 qui s'est organisé. Vous avez une dynamique, vous avez le groupe donc de tous ceux qui ont quitté du G7, tous ceux qui ont quitté le parti pour la reconstruction de la dictature, enfin c'est comme ça que je l'appelle, le PPRD de M. Kabila, qui s'organise de façon unitaire. Au Gabon, vous avez la création de l'Union nationale, vous avez toute une dynamique qui se crée autour de M. Champing. Donc, les oppositions se structurent, s'organisent. Donc, justement, ces oppositions qui sont structurées et organisées souhaitent un dialogue avec la France, elles dialoguent avec leur propre diaspora en France, et elles sont déçues parce qu'effectivement, la France n'est pas suffisamment à leur écoute. Donc là, on a une difficulté. Et ce que vous expliquiez, je partage au point de vue, M. François Hollande a des bonnes intentions. Quand il disait qu'il voulait rompre avec la France-Afrique, il avait des bonnes intentions. Il avait, donc maintenant, c'est les intérêts qui priment. Ce que je veux dire, pour l'instant, sont quand même les intérêts économiques qui priment. Ce sont également les intérêts militaires stratégiques de défense contre le terrorisme. Pardon, maître. Alors, le stratégique en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit, il y a une contingence de l'armée française assez importante là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On veut envahir militairement la Côte d'Ivoire? On a une politique de base militaire en Afrique qui n'est pas très cohérente. Donc, on ne voit pas pourquoi, effectivement, on a un contingent militaire français en Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui ne sont pas des pays spécialement menacés par le terrorisme. Il n'y a eu qu'un simple attentat à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, mais pour le reste, il n'y a pas vraiment eu terrorisme. Donc, et il y a une base militaire française aussi au Gabon. Quel est son intérêt? Donc, je dirais, si François Hollande veut effectivement montrer un geste de rupture avec les pratiques néocolonialistes de la France-Afrique, on devrait repositionner les bases militaires et pour les mettre plutôt dans des endroits où il y a problème de terrorisme. C'est plutôt dans la bande sahélienne qu'on devrait les placer. C'est plutôt logique qu'on ait des bases militaires au nord du Mali, à la frontière avec la Libye. Donc c'est plutôt à la frontière mauritanienne, là où sont les circuits djihadistes. Donc là, on a plutôt l'impression que ces bases militaires françaises, qui sont plutôt près des ports où est installé le groupe Bolloré, sont plutôt là pour protéger les intérêts économiques français que pour lutter contre le terrorisme. Alors, on terminera avec votre réplique à Maître Tricot, en une minute. Bon, c'est vrai que sous Sarkozy, déjà, on voulait dégager les bases militaires françaises, c'était déjà sous Sarkozy, mais ce qui s'est passé, il faut dire, ce qui s'est passé avec François Hollande, c'est qu'il a hérité d'une crise libyenne. On a vu, suite à la crise libyenne, on a vu
une descente de ces mouvements terroristes vers la bande sahélienne. Et heureusement qu'il a intervenu dans cette bande sahélienne là, pour arrêter la crise, mais c'est quelque chose dont il a hérité. Et il a été obligé de gérer ça avec des questions de crise, plus que de gérer ça sur une question vraiment de défendre les intérêts. Parce que si on prend le cas du Congo, les intérêts italiens sont aussi importants. On ne parle pas de l'Italie. Les intérêts chinois sont encore plus importants. C'est une nouvelle stratégie de développement avec l'Afrique qui est en train d'être mise en place, qui n'est pas claire encore vraiment, mais qui est en train d'être mise en place. Voilà, merci infiniment. Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Merci d'avoir assisté à cette émission ô combien intéressante. On parle de la France, l'électorat de l'immigration. On verra si vont-ils sanctionner François Hollande aux prochaines élections présidentielles. L'avenir nous le dira. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.